C'est dans un bistrot parisien, à 2 pas de chez moi, le genre d'endroit où l'on se rend chaque matin à la même heure pour renouer avec l'existence, ou plutôt avec l'illusion d'exister devant son premier café, que j'ai entendu parler pour la première fois de Anticosti. Si ce nom ne m'avait pas été expliqué par la personne qui le prononça, j'aurais pensé qu'il s'agissait d'un détergent ou d'un médicament contre je ne sais quoi. Le matin, comme ça, à jeun, j'ai horreur qu'on me casse les pieds. Et ce matin-là, en posant devant moi mon premier expresso, le garçon avait fait une entorse à la règle en me faisant signe de rappliquer. Dans le coin des élus, entre la caisse et l'escalier des urinoirs. Apparemment, il avait quelque chose à m'apprendre. Et comme je suis curieux par nature, sinon je ne serais pas journaliste, je m'étais empressé d'obéir. Seulement, mon informateur n'avait pas eu le temps de s'exécuter, car des clients étaient rentrés à ce moment-là dans son établissement, service oblige, et il m'avait laissé seul en face d'un type. Un type que je voyais pour la première fois. On me dirait, ça fait beaucoup de premières fois pour un récit. Mais c'est comme ça. Taille moyenne, cheveux gris argentés, avec un long visage ouvert, des mains soignées, des dents très blanches, qui étaient peut-être fausses, et un sourire avenant de gynécologue. Le teint bronzé, comme il se doit, quand on exerce cette belle profession. Il a commencé, le type, je ne sais plus pourquoi, à me parler de pêche. Je crois qu'il s'était plaint d'avoir trop de travail pour se livrer autant qu'il aurait voulu à son passe-temps favori. Et c'est ainsi, de fil en hameçon, qu'il s'est lancé dans le récit de ses aventures piscicoles et qu'il m'a parlé d'Anticosti. « Vous travaillez au Figaro ?» m'a dit Bruno. Bruno, c'est le garçon de café de l'Horizon, où je suis tous les matins. « Tiens, j'ai un sujet pour vous. » Et il est allé de sa description. Anticosti est une île dans l'estuaire du Saint-Laurent, dans la province de Québec, au sud de Terre-Neuve. Une sorte de grande réserve naturelle pour la faune et la flore, qui a une superficie qui fait presque 2 fois la Corse, couverte de forêts. Ce qui fait que ces 300 habitants se sont convertis dans des activités forestières, bûcherons, trappeurs, guides, protection de l'environnement, car ils ont autour d'eux des milliers d'animaux sauvages, cerfs, chevreuils, mais aussi des oiseaux aquatiques et migrateurs, des oies, des outardes, et les rivières regorgent, m'a-t-il dit, de saumons qui attendent qu'on les ramasse comme les langoustes en mer en plein panier. Quand j'ai raconté mon histoire au journal, j'ai vu des yeux briller d'intérêt, ou plutôt d'appétit. Il n'était pas loin de midi et on pensait au troquet où on allait commander un bon plat. Enfin, je ne me contentais pas, il faut le dire, de ces avantages gastronomiques pour proposer mon reportage, et j'ajoutais que l'île était connue pour être une côte extrêmement dangereuse, où il y avait des histoires de naufrages assez succulentes à écouter. C'est ainsi qu'on m'y envoya. Le voyage à Paris-Montréal s'était passé sans encombre, sauf quelques turbulences qui avaient envoyé le verre de vin rouge de mon voisin de siège sur mon pantalon blanc. Me voilà puant autant le vin qu'un bouchon de fût. Ma destination, après l'escale de Montréal, devait être assez inattendue, puisque l'hôtesse me déclara, en établissant mon billet de transit, que j'avais de la chance de me rendre à Anticosti et qu'elle aimerait bien, elle aussi, y aller un jour.
quelques minutes avant que mon petit bimoteur se pose à Port-Meunier, la seule localité de l'île, sur une espèce de champ pelé, j'ai eu le loisir d'admirer par le hublot la toison sombre qui recouvre presque entièrement l'endroit. Anticosti se découpe d'un trait net sur le bleu violacé de l'océan, sans transition de rochers ou de plages. Une digue végétale qui tient en respect les éléments. Je remarque, à mesure que nous approchons, que le pays est plat. Si plat que le point culminant semble être le phare qui marque la limite de la forêt. Je me promets, en mettant pied à terre, d'aller voir tout ça de plus près. Mais d'abord, quelques mots sur le propriétaire de la pension où je vais passer mon séjour. Il m'attendait sur sa moto au bout du terrain où l'avion avait exécuté en cahotant un dernier tour de piste pour se remettre de ses émotions. Jacques Lesclapart sur une Norton 750 bleue, modèle commando, qui s'est mise à rouler vers mon bimoteur sitôt que l'avion a fait mine de s'arrêter. Le temps de coincer mon sac mou sur le réservoir, d'attacher mon casque et d'enfourcher la vieille selle de cuir, et nous fonçons à 180 à l'heure au compteur à travers le paysage canadien. Jacques Lesclapart n'est pas seulement peu causant, un taiseux comme on dit. Quand je lui demande quelque chose, c'est niet. Aller dans la forêt, niet. M'emmener voir le phare, niet. Silence et négation me semblent être les deux traits dominants qui vont avec le métier d'aubergiste à Anticosti. Chaque fois qu'il me voit paré, prêt à sortir, les bottes aux pieds et mon sac dans le dos, avec l'intention évidente d'aller au phare ou dans la forêt, lesquels sont à portée de voix de l'auberge, c'est niet. Il se lance dans des explications embrouillées pour m'empêcher d'y aller, soi-disant c'est dangereux de s'y aventurer seul, les arbres cassent, il me faut un casque à ma taille et des lunettes de chantier, car en cette saison il y a du pollen, et aussi un masque buccal, si je ne veux pas m'irriter la gorge et les poumons, et puis une protection contre les moustiques, parce que c'est la saison, et bien pourquoi pas une voilette. 24 heures de nouveau à attendre à l'auberge que mon hôte ait trouvé ce qu'il me faut et à ma taille. Ce ne sont pas les distractions qui affluent malgré les 65 bûcherons qui arrivent tous en même temps, à la même heure, plus affamés qu'une meute de loups, mangent tous en même temps les mêmes choses bien solides et s'en vont tous en même temps en laissant la salle à manger dans un état à vous dégoûter des hommes qui travaillent. Ainsi, un soir, pour seconder la serveuse qui s'était plainte de n'avoir que 2 mains pour servir autant de monde, ils ont installé un cerf vivant derrière le bar avec bonnet blanc et tablier. Vaisselle et bouteilles volées de tous les côtés à l'hilarité générale. Il faut vous dire que nous étions tous sur les tables. Sinon, mon hôte a passé à la machine mon pantalon blanc, taché de vin, et ma chemise, qui sont ressortis roses parce qu'il a mis avec les nappes rouges de son restaurant. Le Canada, le Québec en particulier, est un pays libre et éclairé, où chacun peut affirmer ses goûts et ses couleurs. Mais j'ai quand même aperçu quelques sourires et des tressaillements de biceps quand j'ai gagné ma table en tenue de trappeur rose bonbon. Bref, je suis ici depuis 3 jours, claquemuré dans une auberge, à me morfondre dans ma chambre, en écoutant les ratons laveurs grignoter les sangles de mon sac à dos que j'ai mis dehors à sécher.
Les 65 bûcherons viennent que dans la belle saison, pour nettoyer les arbres abîmés par la neige. Qu'est-ce que ce doit être l'hiver ici, quand il n'y a personne? Seule la forêt le sait, et les quelques habitants fixes qui restent calfeutrés chez eux en attendant le dégel. Et puis un jour, voilà. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance. Je me suis levé de bonne heure, alors que toute l'auberge dormait encore. Même les bûcherons n'avaient pas encore fait entendre les rugissements qui marquent habituellement leur réveil. Je me suis habillé rapidement, alors que le ciel commençait à peine à bleuir. J'ai enfilé mes bottes, pris mon sac à dos que j'avais préparé la veille, mis mon casque et je me suis glissé dehors par la fenêtre de ma chambre, qui se trouvait, Dieu merci, de plein pied avec la nature. Direction le phare et la forêt. Le phare n'avait aucun intérêt. Un phare blanc et rouge comme j'en ai vu des centaines en Bretagne. Mais le sentier qui mène à la forêt commence à 300 mètres du phare. Quand je pense qu'il m'aura fallu 3 jours pour les franchir, la forêt. Enfin, vous auriez du mal à imaginer la sensation d'euphorie qui s'empara de moi lorsque je me suis enfin trouvé dans la forêt. Il faisait encore nuit, seule une faible clarté phosphorescente guidait mes pas. Je n'aurais su dire si j'étais parti pour une excursion d'1 heure ou de quelques jours. J'avais fourré dans mon sac une carte de l'île, un paquet de biscuits salés, du chocolat, une bouteille d'eau et de quoi me couvrir si, d'aventure, j'étais surpris par un orage. On était au mois de juin et la journée s'annonçait radieuse. Une vraie journée d'été. Je marchais sans repère dans la clarté naissante qui traçait devant moi la bande étroite du sentier. Sous la semelle de mes bottes, l'herbe humide et les brindilles craquaient mollement. Je vivais vraiment un rêve d'enfant que le silence profond rendait plus irréel et plus excitant encore. Le pêcheur du comptoir de l'horizon avait dit juste, on n'est jamais seul en forêt. Je veux parler de tout ce qui gratte, fouille, farfouille, grappille autour de vous. Du corbeau qui s'envole en poussant son cri aigre, du piaillement du passereau qui s'enfuit en jetant l'alarme, du chevreuil qui m'escortait de son pas léger, si peu farouche, qu'en me voyant sortir mon paquet de biscuits, il fit mine de s'approcher, avant de reculer et disparaître sous le couvert des forêts. Oubliés par l'hiver, des plaques de neige trouent la pénombre de leur masse blafarde, m'obligeant à les escalader pour poursuivre mon chemin. À un détour, un petit monument élevé à la mémoire du navigateur Louis Joliet, le premier seigneur d'Anticosti. Plus loin, la tombe d'Olivier Gamache, né à Lillet en 1787, sur le Saint-Laurent, mort sans date. C'est le type dont on m'a raconté qu'il a longtemps conservé sa santé en avalant tous les matins un grand verre de rhum suivi d'un grand verre d'eau, avant d'aller piller les épaves des bateaux qu'il attirait contre les récifs en allumant des feux. Il serait mort un jour, paraît-il, d'avoir oublié d'avaler son verre d'eau. Le nom d'Anticosti vient du fait que l'île a une côte invisible, une anticôte, à quelques mètres de celle qu'on voit, cachée sous le niveau de la mer, parfois assez près de la surface. Mais je poursuis ma progression dans la forêt. Une autre histoire d'ailleurs que je croise, celle d'Henri Meunier, le magnat français du chocolat, qui avait acheté l'île vers 1900 pour en faire sa réserve de chasse personnelle. À la belle saison, le milliardaire venait avec son yacht en compagnie de quelques amis
pour se livrer à la chasse. Il avait même essayé de réintroduire des ours, les cerfs ne lui suffisant plus. Mais malgré tout, ce sont les cerfs qui peuplent en majorité cette île, et on compte aujourd'hui quelques 150 000 têtes de cervidés, ce qui est énorme pour 300 habitants. Il avait fait bâtir, par le constructeur de ses usines de Noiselle, près de Paris, un superbe château, luxueusement meublé, où il donnait des fêtes, au milieu de ce désert glacé. Hélas, tout a disparu dans l'incendie qui ravagea le château dans la nuit du 3 octobre 1953. Tout, sauf le souvenir du contremaître que le milliardaire avait nommé là pour veiller sur ses terres durant son absence. Le terrible Martin Zédé, figure digne d'une anthologie de Zola, le type même de l'administrateur de domaine odieux et brutal. Le vrai seigneur du lieu, pendant l'absence de son maître, lequel a dû venir 4 ou 5 fois, qui renvoyait de l'île tout individu surpris à braconner, ce qui était formellement interdit bien sûr, ou à dérober quelque chose du domaine. Et être chassé d'Anticosti, en ce temps-là, équivalait à se voir réduit en mendicité. Au milieu de ce désert végétal, quelques traces de pavés, des vestiges rouillés, de vieux rails, une relation presque alchimique entre 2 maisons en ruine. Au premier étage de l'une, un rideau agité par le vent, tout autour la baie silencieuse, un grand lac immobile, cerné par la frange noire des sapins. Que s'est-il passé dans ce décor de western ou de drame à la Hitchcock? Le reste de ce que je vais vous raconter, je n'aurais pu le voir sans l'assistance d'un jeune pilote d'hélicoptère qui, ému par mon insistance à vouloir visiter son île, m'a proposé ses services et sa machine volante. C'est ainsi que j'ai pu, le restant de mon séjour, découvrir des lieux pittoresques de cette nature sauvage, baies, chutes spectaculaires, cours d'eau, canyons, où le saumon attend le moment propice pour remonter les rapides. Tout un monde minéral, aquatique et animal, vivant loin de la trace des hommes. Jusqu'à une petite crique perdue, oubliée, cachée sous les débris des bateaux en partie de Terre-Neuve. Les embarcations des victimes de cette fausse côte dont je vous ai parlé. Parmi lesquelles, celle du naufrage du Granicus, qui se perdit dans les récifs et dont on ignora longtemps ce qu'il était advenu de ses passagers et dans quelles conditions terribles ces rescapés avaient survécu quelques jours, quelques mois dans cette baie perdue. Voici ce que découvrit en ces lieux le capitaine Basile Giasson, qui avait accosté là avec quelques hommes d'équipage. Je vous lis la relation du capitaine. Le premier objet qui frappa nos regards fut une robe de soie qui avait de toute évidence appartenu à une femme et tout auprès un vêtement d'enfant. Ils étaient couverts de taches de sang et la robe lacérée de coups de couteau sur le corsage à la hauteur de la poitrine. À quelques centaines de mètres de cette macabre découverte, ils trouvèrent une chaloupe qu'on avait mise à l'abri, ainsi qu'une hutte en planches
qui pouvait avoir servi de refuge aux rescapés. À peine eûmes-nous, c'est le capitaine Giasson qui parle, poussé sa porte, la porte de cette cabane, qu'un affreux spectacle s'offrit à nos yeux. Des débris de cœurs, de boyaux, des rats, des foies, des fraissures, gisaient partout sur le plancher comme à l'étal d'un boucher. Accrochés au plafond, 6 cadavres éventrés pendaient, la tête coupée, ainsi que les jambes et les bras, à la jointure des articulations. Un travail soigné. Un bout de bois tenait leurs cuisses écartées. L'auteur en verve ajoute « Nos cheveux se hérissèrent et notre courage faillit nous manquer à la vue de telles horreurs. » Mais il poursuit, le capitaine Giasson. Ce qui nous parut fort étrange, c'est que tous ces cadavres avaient une tranche de chair d'une largeur de 7 à 8 pouces carrés, enlevée sur l'intérieur de la cuisse. Mais ce qui frappa surtout l'attention des visiteurs en se hasardant plus avant dans la cabane, c'est une épouvantable odeur âcre qui se dégageait d'une pièce un peu à l'écart, ainsi qu'un bourdonnement régulier comme d'une machine bien huilée qui tournerait tranquillement sans qu'on ait à la surveiller. C'était toute une batterie de marmites et de casseroles, sans doute récupérées de l'épave, qui ronflaient doucettement sur le feu. Dans l'une, on avait mis des jambes à cuire, dans l'autre des bras humains, de sorte que les pieds et les mains affleuraient à la surface du bouillon entre les plaques d'écume brunes. Le capitaine Giasson est un auteur réaliste, à qui les détails scabreux ne font pas peur. Les mains surtout, écrit-il, dont certaines étaient à demi rongées, étaient tournées la paume en dehors, comme si elles imploraient miséricorde. Mais c'est pas fini. Des coffres étaient remplis de chair humaine salée, avec autant de soin qu'un quart de lard. D'autres fumaient comme du jambon de Bayonne ou des guirlandes de saucisses de Francfort. Enfin, en ouvrant la porte d'un réduit qui était probablement une chambre, nous découvrîmes un homme tout habillé, couché dans un hamac et qui semblait dormir profondément. Il paraissait tellement tranquille qu'on aurait pu presque entendre son ronflement. On aurait presque craint de le réveiller s'il n'avait été mort. Mais pas depuis bien longtemps. Cela avait dû se produire au plus 1 heure avant l'arrivée des intrus. À ce côté se trouvait un grand couteau dont le manche était enveloppé d'un mouchoir ensanglanté. Un examen plus approfondi apprit au capitaine Giasson qu'il s'agissait du cuistot du Granicus, un colosse exceptionnellement costaud, et qu'il était mort, selon toute apparence, subitement, d'une indigestion. Le type, au fond, s'était crevé la panse en dévorant les rescapés de son bateau, du naufrage de son bateau. Mon éclat de rire fut une saine réaction après la lecture de ce carnet de bord. Ce maître-queux qui essaye de survivre à la fortune du pot en accommodant la chair de ses compagnons d'infortune, on passe de l'horreur anthropophage à la gastronomie au fourneau. Pourquoi pas une bonne potée auvergnate au lard de passagers de première classe? Une soupe aux petits salés d'orpheline, agrémentée de grosses soissons de matelots, avec des haricots blancs, je vous les recommande. Je rendis
son petit carnet noir et rouge à mon guide, et nous reprîmes en silence le chemin de l'auberge. À Paris, l'histoire fit un tabac devant ma rédaction. Mais il fallut déchanter quand il s'agit de la publier. Louis Pauwels était très embêté. Nous avions des lecteurs sensibles. J'avais déjà eu maille à partir avec tous les diabétiques de France et de Navarre à cause d'un article sur un meurtre à Long Island avec une piqûre d'insuline. Il n'était pas question de remettre ça avec les âmes sensibles et les maîtres-queux de l'Hexagone. Et puis l'Église, monsieur. C'était la veille de la conversion de notre directeur au christianisme. Comment me direz-vous? Louis Pauwels n'était pas chrétien. Il avait jusque-là versé dans un ésotérisme débridé, une sorte de néo-paganisme avec Planète et le matin des magiciens. Et là, il avait connu depuis peu son chemin de Damas en se cassant le col du fémur en quittant le journal par un soir de brume. Le voilà plus chrétien que le pape. Nous eûmes quelque temps, sinon l'œil du Vatican, du moins de ses ministres, sur le contenu rédactionnel du magazine et aussi des photos publiées. Je me souviens d'une photo du Gange à Bénarès, avec ses baigneurs nus et rituels, où il avait obligé la maquette à coller un point noir sur tous les sexes visibles. Il y en avait une bonne centaine. Voilà, chers amis, ce qu'était Pauwels et ce qu'était Anticosti. Un endroit hors du monde avec des histoires fantastiques, comme celle que je vous raconterai la semaine prochaine.